messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur, c'est-à-dire à travers le monde. L'actualité reste dominée par la démarche de l'UDPS qui sensibilise ses diverses bases en vue d'aboutir à la révision de la Constitution. Est-il opportun aujourd'hui de parler de la révision constitutionnelle ou de la Constitution de la République démocratique du Congo? On en parlait tout à l'heure. Nous parlerons également de l'élection de la République démocratique du Congo à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de cette nouvelle fonction? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jérémy Yave. Il est président fédéral Nouvel Élan, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian, merci de l'invitation, qui m'honore profondément. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian, bonjour également à M. Jérémy et également à tous nos amis téléspectateurs. Alors, M. Jérémy, il y a peu, vous avez célébré la deuxième célébration ou manifestation. Jeunes, réveillons-nous, c'est cela? Oui. Comment vous évaluez déjà les déroulements de cette grandiose activité? Je commence par remercier tous les participants qui ont compris qu'au fond, qu'on ne peut pas attendre quelque chose du statu quo. On ne peut rien attendre de l'attentisme, on ne peut rien attendre du néant. Quand vous ne faites rien, il n'y aura rien. Il y a des gens qui ont compris cela et qui se sont dit qu'il faudrait qu'ils mettent la main à la pâte pour que Jeunes Réveillons-nous soit un espace non seulement d'échange entre jeunes, mais aussi une pépite qui va devoir amorcer la revalorisation de la jeunesse congolaise. Donc on a compris au fond qu'on ne va pas être là à discuter, qu'à penser, à décrire. Il faut agir. Et Jeunes Réveillons-nous est l'une des actions qui s'inscrit dans ce cadre-là. Donc je remercie beaucoup toutes ces personnes. Aussi, ça devient une évaluation annuelle par rapport à ce que font les jeunes. Nous avons une autre activité au mois de décembre qui s'intitule le bilan. Qu'est-ce que les jeunes ont fait des 12 mois passés et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire des 12 mois de 2025. Alors, votre objectif est de voir les jeunes se réveiller. Sont-ils concrètement réveillés? Ou il y en a ceux qui dorment encore? J'ai envie de dire qu'ils sont réveillés, mais je n'aurai pas assez d'exemples ou assez d'effets. Ça me pousse à croire qu'ils sont un tout petit peu endormis. Je ne vais pas dans la remontrance, je veux pas être conseillère. J'évite la prétention. Mais si vous regardez la jeunesse congolaise, elle est endormie. Par quoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que être debout, c'est être éveillé dans son corps. Il faut l'être par son esprit, par ses initiatives. Certes, les jeunes sont là en train de marcher, ils ne dorment pas quand il est 12 heures. Mais il y a des subtilités qui endorment les jeunes, telles que la voyoucratie. Quand vous regardez, y compris à Lubumbashi, tous ces gens qui se font manipuler par des politiques sont beaucoup plus dans la voyoucratie. Ah bon? Il y a, excusez-moi de le dire, il y a le tribalisme. Ça m'a étonné de voir un jeune moins âgé que moi qui me dit « Mais toi, tu as les amis de tous bords. » J'ai dit « Ça veut dire quoi au fond ?» C'est que même dans les milieux des jeunes, ils veulent créer des accointances en fonction des noms. Ça endort. Il y a la religiosité, la religion dans le sens de la superstition. Au lieu que les jeunes travaillent, ils prient, ils espèrent que Dieu fera quelque chose alors que Dieu est déjà en eux et il fait déjà. Il y a aussi les études universitaires, congolaisement parlant, parce que l'université produit, absolument, l'université aujourd'hui produit des demandeurs d'emploi que des créateurs d'emplois. C'est qu'on a plus de 3000 licenciés à Lubumbashi l'an, mais combien on crée des emplois parce qu'il n'y a pas déjà d'emploi ici. Alors que nous devrions être beaucoup plus dans l'apprentissage des métiers. Mais ici, c'est des messieurs qui parlent bien français, mais quand vous les amenez sur la piste du travail, ils ne maîtrisent absolument rien et ils ne servent à rien qu'à retenir Napoléon Bonaparte, Simone de Alors, vous restez seulement dans cette célébration annuelle, jeunes, réveillons-nous, et puis ça fait quoi? Après cette célébration, y a-t-il des mesures d'accompagnement après différents discours qui ont été tenus au cours de cette activité-là? Premièrement, celle déjà c'était le 5 octobre. On a eu à primer des jeunes entrepreneurs, on a eu à primer des jeunes qui sont dans l'habillement, qui sont dans le modélisme et le reste. C'est une manière de certifier des jeunes écrivains également. Et je vous ai parlé ici d'une activité que nous organisons déjà au mois de décembre, qui s'appelle le bilan. Au moment opportun, vous en parlerez. On va en parler. Donc ça signifie en soi que ce sont des mesures d'accompagnement des jeunes réveillons. On n'a pas voulu seulement que ça puisse s'annualiser d'une extrémité à une autre alors qu'au milieu il y a du vide.
Mais on a voulu créer des petites activités entre les 12 mois de l'année pour rendre cela beaucoup plus évident et beaucoup plus patent. Parce qu'on a compris au fond que on ne peut absolument rien avoir si on ne fait absolument rien. On ne peut aussi absolument rien espérer avoir s'il n'y a pas un mécanisme de suivi par rapport à ce que vous avez comme plan. C'est toute une intelligence. Alors justement, Monsieur Jérémy, parce qu'on est en train d'en parler, Je vous en prie. il y a d'aucuns qui pensent que vous êtes à la recherche du buzz et que vous n'avez pas un cachet particulier, une identité, telle enseigne que vous êtes généraliste. En tout cas, vous suivez les jeunes, oui, mais malheureusement, ce n'est pas techniquement bien élaboré. Qu'en dites-vous? Bon, on a tous la liberté de penser et d'opinion. Même ce que je dis, c'est également une opinion, c'est qu'il n'y a pas de prépondérance entre opinions. Cependant, les opinions doivent avoir une certaine logique, une certaine intelligence. Ceux-là qui me côtoient régulièrement et de la manière la plus sobre qui soit, sans moindre jugeote, savent déjà que Jérémy amène les gens à la découverte de soi. C'est ça mon identité. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, moi je défie les esprits pour les amener à se découvrir. Je remets en question tout ce que vous acceptez. Pas parce que je dois vous dire ce que je sais, mais je vous pousse à croire en vous et à savoir qui vous êtes exactement. Je le fais dans Jeune Réveil en nous. Je suis écrivain, je suis à mon 8e ouvrage. Si vous prenez mes 4 des 7 ouvrages, M. Christian me reçoit régulièrement. La vie de la vie, réflexion, Seuls les immortels assisteront, Vérité secrète, Arcanoulé. Ce sont des ouvrages qui vous poussent à vous découvrir. C'est que s'il faut m'accorder une identité, c'est que Jérémy est celui qui booste pour que les gens puissent savoir ce qu'ils sont. Mais vous avez parlé d'un mot buzz. Pas le buzz pour les buzz. Mais si seulement vous, qui me posez la question, arrivez à découvrir qui vous êtes, excusez-moi, je ne dis pas que vous ne le savez pas, je donne un exemple. Si vous arrivez à découvrir qui vous êtes, vous serez un scandale pour votre environnement et ça fera le buzz. Alors justement, oui, parce que nous en parlons factuellement, parce que nous sommes à la 2e édition de votre organisation. Oui. Alors, en termes factuels, statiquement parlant, pour la première édition, combien de jeunes avez-vous fait connaître leur identité et qu'ils sont sortis de leur carcan? Évidemment, bon, la première édition avait réuni 3426 jeunes. C'était comme une sorte de masse, de majorité. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Chiffrer cela, combien se sont découverts, je ne peux pas donner un faux chiffre, mais depuis la première édition, sur mon téléphone, dans mon agenda, je ne me repose presque pas. Ça dérange souvent même ma vie de famille. Mais je discute avec des jeunes qui se découvrent, d'autres qui veulent se découvrir. Je discute avec des jeunes qui avaient retenu juste ma première phrase de mon discours, quand j'ai dit « Mon ami n'accepte pas de mourir comme un animal. Il n'y a qu'un animal qui meurt sans améliorer son environnement. Tu es un humain, impacte ta génération parce que tu es au fond. » La 2e édition, on a eu à réunir 4800 jeunes. Et jusqu'à maintenant, même quand je venais à votre émission, j'en ai rencontré encore des jeunes qui sont convaincus de ce que nous faisons. Alors, c'est qu'au fond, on ne donne pas, pour que ma réponse puisse avoir une certaine élégance, c'est qu'au fond, on ne donne pas de l'argent aux jeunes. On ne donne pas des capitaux, des fonds, non. Ce qu'il faut donner à quelqu'un, c'est la découverte de soi-même. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons de manière très subtil. Alors justement, nous connaissons qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme classe sociale, surtout avec les jeunes, il y en a aussi qui ont peur justement lorsqu'on parle de défier les esprits et ainsi de suite. Mais on en a vu nombreux venir vers vous. Quel discours avez-vous pu tenir pour que ce grand nombre de jeunes vous suivent justement, parce que sur les termes, les jeunes sont un peu sceptiques. Alors qu'avez-vous fait justement pour pouvoir les empater? Non, mais pour être vrai avec vous, défier les esprits, c'est prétentieux. On ne peut pas passer à la télé pour dire défier les esprits. Non, non, non. Le monde spirituel est un monde qui d'ailleurs se lasérise beaucoup plus par l'humilité dans le corps. C'est que si vous êtes homme dans votre corps, c'est que vous mettrez des évidences spirituelles. Et il n'y a pas des prépondérances ou des jactances dans ce couloir-là. Mais seulement l'homme est spirituel, l'homme est esprit. Et ce qui est beaucoup plus important dans la vie, c'est ce qui ne se dit pas avec des mots, vous voyez. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui ne se donne pas de main à main. Ce qui est important dans la vie, c'est ce qui se donne par la perception de l'esprit ou par la connaissance. C'est ça que nous sommes en train de faire beaucoup plus. Parce que si vous donnez de l'argent, des cadeaux à quelqu'un, vous l'aliénez, vous l'endoctrinez. Alors, mais si vous le poussez à ce qu'il se découvre soi-même, vous le rendez libre. Pas grâce à vous, mais grâce à ce que j'appelle la pensée supérieure, qu'on appelle naturellement Dieu. Alors, bien compris. Et pour chuter, si vous permettez, vous coupez mes réponses. Excusez-moi. Nous avons bien été thématiques à aborder. Je vous en prie. Pour chuter en beauté, c'est que j'ai compris au fond
que les jeunes ou l'homme aiment ce qui est mystérieux. Alors ce qui est déjà ordinaire, lasse. Alors, avant de passer à une autre thématique annoncée dans l'entame de cette émission, c'est quoi la finalité de la mission que vous vous assignez à votre niveau? Pour Jeunes Réveillons-nous, Oui. Exactement. c'est que la révalorisation effective de la jeunesse congolaise. On ne va pas nous endormir avec la phrase selon Et laquelle... vous y croyez fermement? J'y crois parce que Jeunes Réveillons-nous, dans les années qui viennent, va se retrouver aux États-Unis, en France, même les États dans lesquels nous pensons que la jeunesse s'est réveillée, pas encore. En Haïti, en Chine, au Japon. On a débuté ça, le Lubumbashi. Mon objectif n'est pas que les jeunes de la RDC se réveillent, mais c'est tout celui qui est jeune par l'esprit et par le corps, qu'il se réveille. C'est pas trop ambitieux parce que d'abord le Haut-Katanga n'est pas suffisamment arrosé par votre discours. Ah ouais. Beaucoup d'autres provinces, mais directement vous pensez à extravertir votre message. Est-ce que c'est pas trop prétentieux? Le temps n'existe pas. Moi, je suis né à la Kenya, personne ne m'écoutait, personne ne pouvait croire en ce que je disais. Aujourd'hui, il y a un an, on a organisé une conférence, on a fait 3000. Il n'y a pas une semaine, on a fait 4000, vous voyez. Prochainement, on fera des milliards. Moi, je crois beaucoup en ma vision. Et j'aime pas qu'on me dise, tu ne vas pas le faire. Je le ferai, parce que je crois beaucoup en moi. Alors, merci bien. Je venais de le dire, la République démocratique du Congo venait d'être élue à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Une diversion de la communauté internationale, une sorte de gratification de la communauté internationale. On n'a pas besoin de ça. Excusez-moi de le dire, parce que ce qu'on veut, c'est la pacification de la partie orientale de la République. L'ONU, par les truchements de la MONUSCO, a été en RDC depuis le 30 novembre 1999. C'est que ça commence à faire plus de 25 ans que la MONUSCO, la MONUC, l'ONU, qu'en 61 était en RDC. Ce qu'on veut, ce n'est pas qu'on nous prime, qu'on nous gratifie, qu'on nous accepte, comme si nous étions en crise d'identité. Non. Ce qu'on veut de la MONUSCO, de l'ONU, c'est la pacification de la partie orientale. Mais la RDC désormais va participer au Conseil, n'est-ce pas, de prise c'est de la décision poudre stratégique. C'est de la poudre de perlimpépa. On ne doit pas se laisser embobiner, M. Christian. On n'a pas besoin des titres, d'être gratifié. C'est une question culturelle d'abord. Excusez-moi de le dire. L'ONU, c'est une symbiose d'États. Il y a ceux-là qui ont le droit des vétos, il y a ceux-là qui n'en ont pas au sein de l'ONU. Il y a ceux-là qui, quand ils doivent défendre leurs intérêts, même si vous leur opposez vos droits des vétos, ils ne l'accepteront pas. La Russie, face à l'Ukraine, les États-Unis, quand il fallait renverser Saddam Hussein, c'est un jeu de la communauté internationale. Et on va faire le bon nec de maison. On n'a pas besoin de ça. Si on va dire ça à nos 10 millions des morts, ils vont cracher aussi sur nos efforts. Ce qu'on veut, c'est que l'ONU s'implique, s'il le faut, parce que nous sommes dans l'interdépendance étatique, pour que la partie orientale soit pacifiée. C'est tout ce qui compte pour la RDC. Alors vous dites que c'est une juste distraction, d'après vous. Et justement distraction parce que la RDC, une supercherie, parce que la RDC n'en vaut pas la peine, ou bien parce que ça ne corrobore pas avec le besoin qu'il y a aujourd'hui au pays. Dans tous les sens. Premièrement, ce n'est pas une priorité en RDC. C'est vrai, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Mais nous savons naturellement que nous pouvons signer des partenariats ou des accords bilatéraux, multilatéraux, pour que les dispositions, les stipulations de ces accords puissent avoir de la prépondérance sur notre constitution ou différentes lois organiques. Mais aussi longtemps qu'on a un problème déjà de la justice qui est malade, le chef de l'État l'a dit, le ministre national de la justice l'a également dit, ce n'est pas la MONUSCO qui viendra faire respecter le droit de l'homme en RDC, non. On parle aujourd'hui. C'est pas le cas. On parle aujourd'hui de la diplomatie agissante qui serait le fruit de l'élection de la RDC au Conseil ou à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Et vous ne voyez pas de cet œil-là? Je ne vois pas de cet œil. Pourquoi? Parce que est-ce qu'aujourd'hui la France serait honorée parce que l'Union africaine l'a cooptée au sein d'une commission? Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis seraient honorés parce que l'Union africaine l'a couronné d'un certain titre? Pourquoi il n'y a que l'Afrique qui attend des organismes internationaux tronqués par la perception occidentalisée pour se sentir honoré? Pourquoi c'est parce que le monde ne voulait pas dans la même vitesse. Mais absolument, mais quelle est la bonne vitesse? Celle de l'ONU et la nôtre vitesse? Où est-ce que nous la plaçons? Il n'y a aucune civilisation qui est plus prépondérante qu'une autre. Il n'y a aucune manière de vivre qui soit beaucoup plus exemplarisante qu'une autre manière de vivre. Moi, je trouve que nous faisons preuve d'une certaine aliénation subconsciente
C'est que nous avons l'impression qu'il faut qu'on se fasse accepter par les États-Unis. C'est tout faux, ça. Vous pensez que la RDC ne tirera rien de ce positionnement au sein de l'organisation internationale? Elle n'a rien tiré déjà il y a plus de 3 décennies. Et sur la scène internationale, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Les organismes internationaux, vous savez pourquoi est-ce qu'on a créé l'ONU après la mort de la SDN? Vous savez pourquoi est-ce qu'au sein de l'ONU, ce sont les États-Unis qui sont les plus grands donateurs? Vous savez pourquoi Muammar Kadhafi est-il mort? Moi, je pense qu'il y a des profondes questions qu'on se poserait. Il y a Alain Foucault qui est en train de faire un bon travail. Mais là, ça fait désaliéner du point de vue informationnel le continent africain. Mais là, pourquoi est-ce qu'on ça s'attend à ce que les organismes internationaux occidentaux de souche nous gratifient? Pour quelle fin? On sent de l'opposition dans votre parler. Ce n'est pas de l'opposition, c'est de la rationalité. C'est de la rationalité. Qu'est-ce que la RDC dit de la situation russo-ukrainienne? Est-ce que la communauté internationale attend même que la RDC se prononce? Mais pourquoi, quand c'est nous, Joe Biden ou les présidents Poutine se prononcent à notre sujet, pourquoi nous sommes contents? Pourquoi on règne des émissions? Alors, mais justement parce que vous êtes en train d'en parler. Parce qu'au fond, nous croyons que le salut viendra de l'Occident. Monsieur Jérémy, nous sommes en train de parler de l'ouverture du pays envers d'autres nations. C'est de l'interdépendance étatique. Où est-ce que vous placez cette notion de l'ouverture du pays vis-à-vis des organisations internationales ou d'autres pays? Vis-à-vis des organismes internationaux, c'est que d'abord, qu'est-ce que votre pays apporte sur la scène internationale? Les États-Unis sont des grands financeurs, si on peut le dire, de l'ONU, et ils ont de la prépondérance dans l'ONU, en laquelle Vladimir Poutine n'arrive pas à croire. Mais ils ne sont pas parvenus d'un coup comme ça. Ça fait quand même chemin tel que la RDC est en train de le faire. Bon, pourquoi le voyez-vous des mauvais œils? C'est pas des mauvais œils. Quel est le chemin emprunté par la RDC? Vous ignorez ce que représente la République démocratique du Congo sur la scène internationale par rapport à tout ce qu'elle a comme richesse? Absolument. La République démocratique du Congo est une belle femme convoitée par plusieurs hommes sur la scène internationale. Mais cette belle femme n'a pas assez de caractère. Elle se laisse emporter par sa beauté. Elle va se prostituer, elle va à gauche et va à droite. Elle ne veut pas avoir du contenu. Elle ne compte que sur sa propre beauté. C'est comme ça que vous qualifiez la diplomatie congolaise. Non, pas la diplomatie. Vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Allez. Pour ceux qui est de la diplomatie congolaise, parce qu'il faut une réponse à ce propos. Nous sommes dans la paradoxalité diplomatique. Nous sommes en train de tenter vouloir être comme la Belgique, au niveau de l'Europe, qui est neutre diplomatiquement parlant. Mais la Belgique n'a pas assez de richesses comme la RDC. Nous sommes à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Sommes-nous avec Poutine? Ou sommes-nous avec Biden, Macron? Sommes-nous avec qui? Quelle est la vraie définition de notre politique étrangère? Et vous savez, Otto von Bismarck, un des chanceliers allemands, a dit « Une diplomatie sans armes est comme une musique sans instrument. » C'est que nous allons beau crier qu'on veut de la diplomatie, mais aussi longtemps que la MONUSCO, par les truchements de son secrétaire de l'ONU d'antan, s'est permis de dire, elle s'est permise, la MONUSCO, de dire que le M23 est plus équipé en armure que la RDC. En diplomatie, si vous n'avez pas assez d'armure, vous ne valez pas. Je pense que j'ai tout dit. Alors justement, parce que nous en parlons, vous êtes au cadre de Nouvel Élan, n'est-ce pas? Ouais. Alors vis-à-vis de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme réalité, conflit à l'Est, la diplomatie, comme on le disait, conflit à Mouchampa, quelle recette au niveau de Nouvel Élan vous devriez donner justement par rapport à ceci, surtout à la position qui nous a été donnée bien sûr à la RDC. Si le Nouvel Élan était au pouvoir, vous devriez refuser. Refuser quoi? De pouvoir balancer, bousculer la RDC pour arriver justement pour que la RDC se retrouve au niveau de conscience. Notre réponse est ailleurs. Notre réponse est dans la titrisation de terre. Notre réponse est dans le développement à la base. Notre réponse est dans le fait que le bas peuple doit naturellement être en mesure de se nourrir, de se sécuriser, de se faire soigner, de s'instruire. Notre réponse est de ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des États qui sont dans l'ONU, qui sont au taux de chômage zéro. C'est que si vous, la RDC, vous faites face à un tel État qui n'a pas de chômeurs ou qui paye ses chômeurs, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Chez eux, par conséquent, ils ont vaincu la pauvreté. Voilà la procédure de Nouvel Élan. Commençons d'abord par ça. Le plus bas des fonctionnaires, il touche combien? Est-ce que son salaire lui permet-il de se nourrir, de se faire soigner et d'amener ses enfants dans des bonnes écoles? La gratuité de l'enseignement, il n'y a aucun fils de ministre
Aucun fils de... Est-ce que vous avez investigué? Qui est dans une école gratuite. Avez-vous investigué ou c'est des confirmations gratuites? Ce ne sont pas des sur ces confirmations plateaux gratuites. C'est une déduction logique. Les écoles où il y a gratuité d'enseignement, à 90%, sont pléthoriques. Il n'y a pas assez d'écoles de l'État. Il y avait ce projet de 1000 écoles l'an à l'époque de Kabila, l'argent avait été détourné. Toutes les écoles que nous avons sont du domaine privé, à près de 70%. Et on parle aujourd'hui de 6 millions d'enfants qui ont regagné le chemin de l'école. Mais pour combien d'écoles construites durant quelle période? C'est que ça signifie déjà que les écoles gratuites sont pléthoriques. Et que les enfants de ministres ne peuvent pas y fréquenter. Excusez-moi de le dire, en dehors d'un ministre, en dehors de qui qu'il soit, un monsieur qui a un petit salaire n'acceptera pas que son enfant étudie dans de mauvaises conditions. Donc les enseignants la ne sont pas gratuité, c'est juste une erreur. C'est pas une erreur, c'est une précipitation. C'est pas une erreur, c'est une précipitation. Il faut une prospection avant de poser un acte. Regardez dans votre vie. Quand vous voulez poser un acte dans votre propre vie, ça vous prend du temps, des moyens et tout le reste. Que dire de plus de 120 millions d'habitants? Que dire d'un État qui fait 80 fois la Belgique? Vous pensez prendre une décision aujourd'hui et demain en récolter les fruits? C'est faux, c'est de la fiction. Donc, on est en train de fictionnaliser la vie politique. L'élection de la RDC au niveau de la Commission des droits de l'homme, c'est un non-événement. C'est une fantaisie diplomatique. La RDC a d'autres priorités, d'autres urgences. Le gouvernement s'est concentré sur le solde des militaires, comment l'améliorer. Le seul gouvernement s'est concentré sur comment récupérer de l'argent. Et vous n'attendez rien de cette nouvelle fonction par rapport à la Commission des droits de l'homme? Les Congolais ne doivent rien attendre. Les Congolais doivent attendre du gouvernement, pas des organismes internationaux. Vraiment pas. Alors, je l'ai annoncé, 2 marches amorcées par l'UDPS en vue d'obtenir la révision de la Constitution, simplement parce que celle-ci ne correspond plus aux besoins du terrain et surtout qu'il s'agit là d'un héritage du Sphinx, selon Augustin Kabouya. Comment, à votre niveau, vous avez accueilli la démarche qu'a signe pratiquement l'UDPS? Je me rappelle, Augustin Kabouya, à un moment, quand il y avait des tractations au sein de l'UDPS, il avait dit une phrase qui m'avait beaucoup plu. L'UDPS, j'ai l'impression, lui, que ce qui nous préoccupe plus, c'est notre propre ventre. Nous sommes beaucoup plus sur des intérêts privés. Et l'intérêt général ne nous concerne pas. C'est Augustin Kabouya. Vous êtes journaliste d'investigation, vous le savez. Il n'y a pas 3 mois qu'il a dit ça de sa propre bouche. Il l'a dit, Kabound l'avait dit. Le chef de l'État, lors de ses discours de fin d'année, demande toujours au gouvernement de fournir beaucoup plus d'efforts. Parce que le peuple n'est pas satisfait. Alors, ce qui empêche à ce que le peuple soit satisfait, est-ce la Constitution? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, l'UDPS va garder dans ses gènes, d'ailleurs prouvé par M. Augustin, cette volonté expresse de vouloir plus s'intéresser aux stipulations constitutionnelles qui lui permet de se pérenniser au pouvoir. Parce qu'il y a des images... Ils n'ont pas dit, c'est pas prétentieux ça, parce que dans leur motivation, nullement pas c'est mentionné, c'est pérennisé au pouvoir. Ça, c'est votre interprétation. La politique, scientifiquement parlant, c'est quoi l'objectif d'un parti politique? L'UDPS, je pense, c'est un parti politique. L'objectif de tout parti politique, en plus l'objectif traditionnel. Avez-vous suivi la motivation de cette démarche? Je réponds de manière... La motivation. Je réponds de la manière la plus sobre qui soit. Allez-y. L'objectif de tout parti politique traditionnel, intrinsèque, naturel, est celui de conquérir le pouvoir. L'UDPS l'a cherché pendant 32 ans. Il a obtenu en 2018 et de le conserver le plus longtemps que possible. La première phase était celui de la conquête du pouvoir, c'est fait. La deuxième phase est celle de la conservation le plus longtemps possible. Je suis là. Dans cette conservation, il y a des machinations, des subtilités qui puissent vous permettre de conserver le plus longtemps. Parce que la Constitution, elle est impersonnelle. La Constitution n'est pas un apanage politique. Alors, le parti politique au pouvoir fait face à une évidence impersonnelle qu'il faut tronquer pour atteindre son objectif le plus intrinsèque, la pérennisation, la conservation du pouvoir. Et le pouvoir se conserve par des acteurs du parti politique au pouvoir.
Je pense que j'ai répondu. Alors justement, parce que nous sommes en train d'en parler, à vous entendre parler, vous pensez que l'opportunité ne s'y prête pas justement. D'accord. Et vous pensez que l'UDPS serait en train de jouer son jeu en tant que parti politique justement pour pouvoir garder son pouvoir. D'accord. Alors, mais vous avez émis dans le même sens, je parle là, je me rappelle de votre autorité morale, Adolphe Muzito, Évidemment. qui a peu lui aussi est allé dans le même sens justement en proposant la révision constitutionnelle. Absolument. Quelle différence y a-t-il entre la démarche amorcée par l'UDPS D'accord. et ce que votre autorité morale a eu à préconiser? Celle amorcée par l'UDPS dissimule la pérennisation au pouvoir parce que l'UDPS est au pouvoir. Celle amorcée par mon parti, qui est d'ailleurs à l'opposition, qui n'est pas au pouvoir, dissimule le fait qu'il faut réviser certaines stipulations de la Constitution qui nous empêchent par exemple d'être propriétaires de notre sol et de notre sous-sol, qui nous empêchent par exemple de financer les partis politiques de l'opposition, qui nous empêchent par exemple de créer les développements par la base de manière évidente. Ce sont des cas aussi, ce sont des articles soulevés aussi par l'UDPS. Il n'y a pas de différence forcément. Je vous réponds de la manière la plus anticipée qui soit. Puisse Dieu nous prêter vie et qu'on se revoie et après la révision constitutionnelle, vous aurez la réponse à la question que vous posez. Mais Jérémy, nous sommes d'abord ici. Que le motivation qui ont animé votre autorité morale et celle de l'UDPS vont de pair. Elles ne vont pas de pair. Premièrement, je vous ai dit que ce que nous fustigeons, nous, c'est le fait que la Constitution nous permette de revenir à la loi Bakajika, par exemple, qui permettra à ce que le sol et le sous-sol appartiennent exclusivement à l'État congolais. L'UDPS en a parlé. Aujourd'hui, nous avons... Elle en a parlé. Vous allez cerner la différence à quel niveau? Allez-y. Aujourd'hui, nous avons des sociétés minières chinoises américaines qui se permettent de barrer des routes nationales et contrôler tout cela qui passe par là, en soi. C'est que ça nous exproprie notre qualité de fils du terroir. Et l'UDPS, dans sa démarche, elle sait déjà, en tant qu'Union pour le développement de la démocratie, que aller tout de suite toucher à l'article 220, tout de suite parler du nombre de mandats du président de la République, tout de suite parler de ce que le président de la République peut... Augustin Kabouya l'a dit de manière subtile, quand on parle de 5 ans, c'est pas 5, c'est 3 ans, parce qu'on a une année d'entrée et une année de sortie. Il faudrait qu'on puisse aller à 7 pour qu'on ait une année d'entrée, 5 ans d'exercice et une année de sortie. Ça me semble toujours que de réflexion. C'est personnel. Évidemment, mais c'est impersonnel. Nous avons parlé de la deuxième phase des objectifs des partis politiques qui sont liés, ces objectifs, à la montée des stratagèmes, pas stratégie, des supercheries des machinations pour se conserver au pouvoir. Dernièrement, c'était un penseur et éminent professeur dont j'étais le nom, qui a dit qu'il serait mieux qu'on puisse passer de 5 à 9 ans pour une seule mandature. Politiquement parlant, ce sont des ballons d'essai pour voir comment est-ce que les gens vont devoir réagir par rapport à ça. Dernièrement, le président de la République a lancé une demande lors d'un des derniers conseils des ministres d'étudier la possibilité de la levée de l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution en plein état de siège. Voilà. Alors, on va en jauger la quintessence. On va lever l'état de siège juste parce qu'on veut améliorer la vie du Congolais. Quel est l'article de la Constitution qui empêche au gouvernement d'augmenter les soldes des militaires? Quel est l'article de la Constitution qui empêche au gouvernement de créer des emplois parce qu'il en faut 6 millions? C'est très important ce que je dis. S'il vous plaît, vous avez encore la parole. D'accord. Votre autorité morale, les raisons avancées, ça ne peut pas constituer une motivation urgente pour qu'on aboutisse au changement de la Constitution? L'autorité morale a si bien dit qu'il n'y a pas d'urgence pour réviser la Constitution. Seulement, on a relevé le fait que quand vous êtes en 2001 à 2006, à Sun City, cette fourche-là, avant que l'ancien ne soit monté, le parlementaire qui s'y était retrouvé en Afrique du Sud, c'était des parlementaires cooptés, pas élus. Ils n'étaient pas la vraie émanation du souverain primaire. Donc on peut dire en soi que toute cette constitution échafaudée, promulguée en 2006, n'est pas la vraie émanation du peuple congolais. Cependant, elle a été révisée, la constitution, dans 2, 3, 4 dispositions. Cependant, on ne sent pas l'urgence liée au fait qu'il y aurait une stipulation, un seul article qui empêcherait au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il n'y en a pas. Et par-dessus tout, je ne le dis pas de manière à réduire le peuple congolais, mais poser la question à ces 120 millions de Congolais, que signifie le mot constitution? Excusez-moi de le dire, c'est moins de 10% qui en servent. Alors pourquoi alors déjà, on ne peut pas joindre à la révision constitutionnelle un peuple qui d'abord ne comprend pas. Non, mais par un référendum, pourquoi avez-vous alors évidemment, quand vous parlez de la votation référendaire, ça signifie que le peuple entre en consultance. On ne consulte que celui qui en maîtrise les évidences.
Dans le cas contraire, ça Ici, serait on n'exclut personne. Non, on parle du peuple congolais Voilà. qui devrait naturellement être joint à cette procédure de révision constitutionnelle. Mais je vous ai dit par ici que notre taux d'analphabétisation est très élevé. Il y a plus d'illettrés que des lettrés. Alors que nous sommes dans un état où d'abord des juristes, des licenciés en droit ne savent pas ce que signifie le mot constitution. Je suis très drastique à ce niveau-là. Oh là là, Et mais c'est ça, très c'est fort. très fort. Non, permettez. Non, je le dis Hein? naturellement, vous savez, vous êtes journaliste d'investigation. C'est que peu, même des licenciés en droit, savent ce que signifie. Je suis sérieux. Bon, Jérémy, Monsieur Jérémy, est-ce que ce n'est pas de la ambiguïté dans ce que vous êtes en train de dire? D'un côté, vous soutenez qu'effectivement, qu'il y a des articles qui fâchent, n'est-ce pas, qu'il faille être revisés. Évidemment. Et de l'autre côté, vous êtes en train de jouer avec Vous amadouez un peu, puisqu'il s'agit d'une ça ne s'y volonté prête politique. pas. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi votre position? C'est de la paradoxalité réflexionnelle. On retrouve la paradoxalité politique aussi. Vous semblerez comprendre une chose et son contraire, mais c'est la loi de l'équilibre. Je suis face à la presse. Mais vous entendrez parler finalement. Je reprends votre question. Pourquoi deux journalistes devant moi? Est-ce que ça ne serait pas un journaliste, ça nous gagnerait en temps? Pourquoi vous êtes deux? Pourquoi? Pour d'autres personnes, ça serait une surenchère. Mais cette émission a son éthique. Vous êtes deux, tous habillés en noir. La différence peut être au niveau des cravates. Mais ça fait deux, ça fait trop. Ça fait trois bouches au lieu de deux. Cependant, c'est par rapport à une certaine éthique de l'émission. Voilà pourquoi je dis, quand je réfléchis, je vais à gauche et à droite. Parce que quand vous ne parlez que d'une thèse, l'antithèse va vous renverser. Mais quand vous n'êtes que dans l'antithèse, la thèse vous renversera. Alors soyez la symbiose de la thèse et de l'antithèse. Alors d'après vous, d'après vous, monsieur Jérémy, quel est Là, le ce sont des timing bon? recommandations que vous Quel est le fournissez aux timing journalistes. Voilà. Non, quel est le timing bon? ça serait me D'après permettre vous, d'être trop, non. on peut s'apprêter à pouvoir changer la Constitution. Il faut, D'après vous, c'est quel timing? il faut du temps pour parler de la révision constitutionnelle. Elle est souple, notre Constitution, elle n'est pas rigide comme aux États-Unis. Elle est souple, c'est qu'elle peut être révisée. C'est une évidence parce que la Constitution prévoit, en dehors de quelques articles verrouillés, elle prévoit sa propre révision. Mais il y aura le temps, c'est parce que vous avez peur que le pouvoir qui est en place soit maintenu le plus longtemps que possible. C'est pour ça votre crainte. Attendez, l'UDPS était dans la même évidence. Elle avait peur, si vous parlez de la peur. Mais aujourd'hui, c'est elle qui profite de sa peur. Vous voyez naturellement. L'UDPS profite ou bien cherche encore à améliorer davantage? Évidemment, vous avez compris le fond de ma réponse qui était dissimulée. Donc ce que je voudrais dire au fond, c'est le fait que il n'y a aucune peur au sein du Nouvel Élan, mais je pense qu'il n'y a pas aussi d'opportunité assez pour réviser la Constitution. Admettons que l'idée de l'UDPS est de se maintenir au pouvoir, puisque, étant à la gestion, le mécanisme peut être envisagé n'importe lequel pour cette fin-là, alors que c'est reconnu naturellement. Où est le mal si l'UDPS se maintenait par ces canaux-là au pouvoir? Vous savez, vous y êtes arrivé en soi. Toute cette démarche menée par l'UDPS, même si c'est dans le cadre de vouloir se pérenniser au pouvoir, politiquement parlant, il n'y a aucun mal. Alors, pourquoi ça fâche? On va y arriver. Politiquement, il n'y a aucun mal, parce que c'est un parti politique qui veut se pérenniser au pouvoir. Machiavéliquement parlant même, c'est normal. Cependant, les partis politiques congolaisement parlant sont dans la gourmandise politique. C'est ça qui a créé la mort du PPRD. Un parti politique au pouvoir voudra tout avoir, tout prendre, tout gérer. Mais il n'y a pas de cadeau en politique, que voulez-vous? J'y vais. Voilà aussi l'opportunité présentielle d'une opposition qui vous contredit, parce qu'au fond, vous n'aurez pas de cadeau. En face de vous, vous devez rencontrer une résistance des avis contraires. C'est que même ceux-là qui vous contredisent n'ont pas tort. Même vous qui voulez foncer, vous n'avez pas tort. Mon cher ami pensait qu'il y avait de la paradoxalité dans mes propos, alors que c'est même ça la politique. La haute intelligence. Vous allez à pensée unique, vous rencontrez une autre idée qui vous contredit. L'UDPS n'a pas tort de vouloir se pérenniser, l'opposition non plus n'a pas tort de penser que l'UDPS n'a pas le droit de se pérenniser au pouvoir. Alors, quittons un peu la classe politique supérieure, telle que vous êtes en train d'en parler. Non, ça sera prétentieux, on discute. Justement, parce que vous êtes en train d'en parler. C'est quoi aujourd'hui l'atmosphère, le climat? Parce que vous avez parlé d'un ballon de seille tantôt, mais aujourd'hui, c'est quoi votre analyse justement comportementale, justement par rapport à la réaction de la population en dehors de grands politiques qui ont essayé de parler ça et là? D'après vous, qu'est-ce que vous êtes en train de jauger au niveau de la population? Je comprends déjà que la bonne partie de la population ne sait même pas qu'on discute de la révision constitutionnelle. Quelle bonne partie? Quelle bonne partie?
plus de 60% des Congolais sont dans les milieux urbano-ruraux. Il n'y a que 40%, 35% des Congolais qui sont dans des milieux citadins. Et quand on parle de 35% qui sont dans les milieux citadins, la moitié de ces 35%, 17,5%, s'intéresse à la politique. Et c'est 60% de cette partie qui comprend les enjeux politiques référendums. Ça, c'est selon vous, selon vos calculs. Je n'invente pas la roue. Nous sommes en RDC. Je pense que tout intellectuel qui se respecte devrait avoir quand même quelques repères sur sa nation. Et vous tirez ce repère justement par rapport au taux de population qui s'est déplacé pour les élections. Peut-être on a vu sur 100 millions de Congolais, on a vu que 40 à peu près qui se sont rendus. Évidemment, mais il y a eu aussi des fausses machines. Vous voyez, donc, c'est entre en jeu. Le tout. C'est que sur les 40 millions, il y a eu une fiction de près de 20 millions. Vous voyez, naturellement. C'est que si on va rentrer dans la logique que j'étais en train de développer par ici, c'est peut-être 13% de la population congolaise urbaine et 0, quelques qui évolue dans le milieu rural qui s'intéresse aux questions politiques liées à la Constitution. Mais dans le monde entier, partout, c'est pas tout le monde qui fait de la politique. Oui, parce que votre question était celle de savoir c'est quoi la jauge par rapport à la bonne partie de la population. 13%. Sur les 120 millions qu'on parle de 13%, donc on ne va pas dépasser les 14 millions de personnes. Et donc, même votre, alors, quand on parle de 14 millions de personnes, même votre position là n'est suivie que par 13%. Voilà. Mais cela est une évidence. 13%, ça revient à 100%. Naturellement. Donc ça fait 14 millions, ça représente encore les 100%. Et les autres Congolais sont déconnectés de ces évidences. Là, je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est que naturellement, c'est 13 qui reviennent à 100, qui prennent des décisions qui vont devoir s'impacter sur le reste. Ça revient le tout de la partie. Alors, de ce point de vue, si nous regardons les choses sur les 13 millions, 14, qui s'intéressent à ce qui concerne la révision constitutionnelle, la majeure partie, par des ramifications, sont des gens qui sont liés à des acteurs politiques. Parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Et la majeure partie de ces 13, 14 millions se retrouvent dans l'opposition. Parce que le gouvernement, et si on fait le comptage, la présidence, le gouvernement, pouvoir judiciaire et le reste, ça ne va, vous n'irez pas au-delà de 500 000 personnes. Alors, de manière évidente, permettez, ça ne fait pas 500 000 personnes qui gèrent la République. On appelle ça de l'oligarchie. Et si ces 500 000 personnes s'intéressent, crient sur la révision constitutionnelle, l'homme est un être qui est tourné vers ses propres besoins. C'est que c'est pour un intérêt direct de ces 500 000 personnes. Alors, justement, c'est un tableau aussi logique qui prouve que tout le reste, tout ce qu'on va devoir dire, c'est juste une externalisation de nos propres volontés. Nous voulons la faire passer pour la volonté du peuple parce qu'il y a une voie référendaire. Mais au fond, alors d'après vous, quelles seraient les conséquences si jamais cette démarche aboutissait justement à la révision constitutionnelle? C'est quoi les conséquences? Les conséquences vont venir 30, 40 ans plus tard, comme c'est des conséquences aujourd'hui avec le PPRD, qui comprend, qui fallait pas faire. Je reprends votre question. Voilà, qui comprend cela. L'UDPS comprendra aussi avec le temps, parce que quoi que l'on fasse, il y a aussi la force de la nature. L'UDPS comprendra que... On se réfère à la Constitution, il n'y a pas de force de la nature dedans. Un peu de philosophie, non, il n'y a pas de philosophie au fond, parce qu'à l'époque du régime Kabila, cette Constitution était en train de s'échafauder sur mesure. Regardez les deuxièmes élections de 2011. On était passé de 2 à 1 tour. Cependant, en 2018, la plupart des cadres du PPRD qui étaient d'accord avec le 1 tour voulaient nous ramener aux élections présidentielles à 2 tours. Mais quand ils étaient dans le contexte, dans le temps présent, ça leur profitait. Mais après, ils disent non, c'était une erreur. C'était pas la bonne idée. La petite volonté gourmande, quand on l'étale sur le temps, elle ne nous profite pas. Alors, M. Jérémy, dites-nous, comment est cette question n'est prise à bras les corps que par l'UDPS, alors que d'autres formations politiques de l'Union sacrée semblent être sceptiques sur cette question? Qu'est-ce que cela présagerait? Ce n'est pas une question, ce que vous venez de dire. C'est une réponse à la question que vous m'avez posée. Et je l'ai donnée en d'autres termes. L'UDPS est dans une sorte de gourmandise et cela crée de la frustration dans la famille politique dans laquelle l'UDPS se retrouve, l'Union sacrée. Et il y a eu beaucoup de déclarations à ce propos. Vous avez dit ici que votre question, c'est laquelle? Les autres partis de l'Union sacrée sont sceptiques. C'est quoi le scepticisme
Ici, on doit améliorer. Les autres partis ne se sont pas encore exprimés sur cette question. Si ce n'est que les individus. Excusez-moi. Allez. Est-ce qu'il y a plus de Jusque-là, les autres formations politiques ne se sont pas encore exprimées sur la question. C'est une expression de frustration. Est-ce qu'il y a plus précipité en RDC comme les partis politiques? Ils veulent être premiers à se prononcer pour gagner la confiance du chef. Et là, vous allez dire qu'ils se précipitent pas. Non, ils sont frustrés. Parce que l'UDPS veut tout prendre. L'UDPS veut tout avoir. Et ces partis savent que si on pérennise la Constitution, ça ne sera pas l'Union sacrée, c'est plus l'UDPS. Cela a coulé le PPRD par le truchement du FCC. Parce que vous ne reconnaissez pas l'effort des autres. Vous voyez naturellement, si l'UDPS a renié aujourd'hui Kabound, qui a lutté aux côtés du Sphinx, quels sont les autres partis politiques qui peuvent compter sur l'UDPS? Et là, vous n'êtes pas en train de diaboliser. C'est pas ça la campagne de diabolisation contre l'UDPS. Notre vie, on dit long. Si l'UDPS aujourd'hui, Kabound ne représente rien, que dire d'un partenaire politique? C'est pas de la fixation, ça. C'est pas de la fixation. La politique, elle est dynamique. En soi, c'est de l'infidélité, la gourmandise. On dit que la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Mais la politique a de valeurs morales. C'est que déjà, plusieurs partenaires de l'UDPS, l'AFDC, frustré, le MLC, frustré. Yangoy Kassanji qui n'a pas sorti de son silence pour dire tout haut que ce n'était pas opportun, cette démarche d'Augustin Kabouya. Bon, c'est aussi... Non, même les frustrés, certains d'entre eux s'expriment quand même. En politique, qu'est-ce qu'on appelle la dissimulation des intentions, les simulacres de revendication ou les simulacres de positionnement? En poète sans, tout le monde dit oui. Pour me rendre remarquable auprès du chef, je dis non. Mais je lui ai dit ma position est oui, mais c'est pour que tu m'approches. Je pense que j'ai répondu. Alors, mais pourquoi jusque-là aussi au niveau de... Parce que vous vous réclamez, vous dites que vous êtes de l'opposition, mais jusque-là, votre parti politique Nouvel Élan, en tout cas, ni mot, ni quoi que ce soit justement, en dehors de ce que la position qu'avait déjà donnée Fumumpa Muzito. Évidemment. Alors, c'est comme si vous êtes absent. Non, si vous êtes absent, c'est comme si vous faites route ensemble avec UDPS. Absent de la démarche et la révision constitutionnelle. Oui, justement. Nous avons dit que nous étions partants, mais nous avons aussi défini ce sur quoi nous devrions reposer cette révision constitutionnelle, qui n'avait rien à voir avec le prolongement d'une quelconque mandature. Et là, vous n'êtes qu'au bureau justement pour d'autres réflexions. Non, vous savez naturellement, l'opposition ne doit pas être une sentinelle qui ne vous permet pas de travailler. C'est très subtil. Quand vous êtes opposant, le chef de l'État est votre adversaire politique, mais il est votre président de la République. C'est lui qui doit veiller sur votre sécurité à vous, la sécurité de vos enfants et tout le reste. Ça signifie que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est d'abord notre président de la République, d'abord, qu'on le veuille ou pas. D'abord, ça c'est très basique. Mais la politique congolaise ne voit pas les choses comme ça. On n'insulte pas un chef de l'État, non. On ne peut pas combattre une action gouvernementale, non, parce que ça profite au peuple. Les 6 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école ne sont pas des l'UDPS. Ce sont des citoyens congolais. Ça signifie que même si vous êtes à l'opposition, si on va factualiser l'article 43, lié à la gratuité de l'enseignement, opposant que vous êtes, vous devez aider le gouvernement. C'est très compliqué pour les petits esprits. Et c'est ce que fait Nouvel Élan. Oui. Alors pourquoi sur la question de la révision de la Constitution, vous ne faites pas front commun, vous de l'opposition, pour que la population se rende finalement compte que vous parlez le même langage? C'est des déclarations isolées, ça et là, un désordre au sein de l'opposition congolaise. Vous savez la façon, je réponds de manière intrinsèque. Allez-y. C'est que je vais vers la cause, pas vers les effets. L'Afrique ne devait pas être gérée de manière occidentale. Opposition, parti politique, constitution. Non. C'est des photocopies. Nous devrions avoir notre façon de nous gérer. Et aussi longtemps que ce n'est pas ça notre façon sanguine de voir les choses. C'est quoi cette façon sanguine de voir les choses? Parce que c'est pas explicite. Nous sommes habitués à la royauté. Vous voyez naturellement. Nous sommes habitués à une dictature subtilement démocratique. Waouh! Regardez quand Mzee Kabila est venu. Tu jettes une ordure, on te chicote sur le nombril. C'était propre, la ville. Regardez comment se comportent les PCR qui reçoivent de l'argent en cours de route. Regardez comment se comportent les parents
Il y a des parents qui n'acceptent pas que leurs enfants reprennent. Quand un enfant reprend, son propre père les change d'école. Pour qu'ils passent des promotions. Mais répondez quand même de manière directe à la question. Non, de manière intrinsèque, ça veut dire que le système dans lequel nous sommes n'est pas le nôtre. Voilà pourquoi l'opposition ne sait pas parler un même langage. Parce que vous reconnaissez les désordres qui vous animent. Pas le désordre, c'est une sorte de diversité d'opinions. Cependant, quand on est face à des intérêts communs, on doit apprendre à mettre à terre les drapeaux de nos partis politiques. C'est très important. Aucun parti politique ne sauvera cette République. Je suis le fédéral du Nouvel Élan. La politique ne va pas sauver la RDC. Même pas. Le salut viendra d'ailleurs. Et il n'y a aucun individu, aucun, qui va sauver la RDC. C'est un effort collectif. Vous voyez naturellement. Et aussi longtemps que les opposants ne comprennent pas ça, ils ne parleront jamais le même langage. Comprendre juste deux choses. C'est que quand on est face à un intérêt commun, on doit quitter nos partis politiques. Vous vous accusez. Donc là, ce sont les intérêts individuels qui vous séparent. C'est du raisonnement paradoxal. Mon frère m'a posé la question, vous réfléchissez de manière paradoxale, j'ai dit oui. Ce n'est pas parce que je suis en tort que je dirais que j'ai raison. Non, c'est fausser le raisonnement. Quand je viens ici, je n'ai pas raison sur toute la ligne, mais c'est faux. Deux fois, je dis faux. Deux fois, j'ai déréfléchi. Je dois d'abord l'admettre. Et vous le reconnaissez. Évidemment. Et alors, c'est ça la sincérité réflexionnelle quand même. Alors peut-être à la dernière question, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire, tout ce qu'il y a comme l'ego qui caractérise l'opposition. Alors finalement, on n'aura pas une alternative. Non, vous entendez parler. L'alternative viendra du naturel. Mais j'ai l'impression que quand je vous parle du naturel, vous pensez que c'est de la philosophie. Est-ce que le PPRD n'avait-il pas monté des mécanismes pour se maintenir au pouvoir? Mais pourquoi c'est lui dépasse aujourd'hui? C'est ça la part du naturel. Mais on aura beau attendre et puis les gens continueront à s'appauvrir et puis finalement le pays ne va pas se descendre. Ne vous en faites pas. Le monde est d'une intelligence légendaire. Votre corps se prend en charge lui-même. C'est que les hommes sont dans un système où c'est la vie elle-même qui se prend en charge. Je préfère une réponse philosophique que politique, mais vous savez déjà que plusieurs partis politiques... réglementée. Et tout est connu de tous. La cité est réglementée. Mais la volonté du politique, de l'homme politique, voudrait réglementer la cité à sa guise, selon lui, selon ses propres profits. C'est à ce niveau-là qu'il y a une force supérieure qui s'oppose à celui qui a le pouvoir. Parce que le peuple, il est faible. Vous voyez naturellement. Ceux qui sont au pouvoir, le président est un de pouvoir l'état de droit. Ceux qui sont au pouvoir utilisent le pouvoir pour eux. Et ça ne plaît pas au naturel qui prend les choses en charge. Le naturel qui est le peuple. Monsieur Jérémy. Non, qui n'est pas le peuple, non. Qui est le naturel qui est donc. Qui est la suprématie qui régente et le peuple et ses dirigeants. Monsieur Jérémy, je rappelle que vous êtes président fédéral Nouvel Élan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Merci Émile beaucoup, Mouyaya, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.